j'ai entendu un petit à poil charmant. Écoutez, tout de suite. Non, tout de suite, c'est Plus ou moins Geek, la seule émission qui réunit tous les pans de la culture geek en 52 minutes. Émission que vous allez pouvoir commenter en direct live depuis chez vous grâce au hashtag Plus ou moins Geek également sur Facebook. Oh mon Dieu, j'ai dit le nom, c'est mal. Ou même sur le forum du site internet de Plus ou moins Geek. Bah oui, le modérateur du forum est ici. Il m'a dit, tu le dis pas assez, je vais te casser la gueule. Je le dis. Pour m'entourer lors de cette heure de programme, une fine équipe, une team de choc. Notre ami qui revient fraîchement des États-Unis, Monsieur Nicolas Augusto. Il nous vient directement de Bordeaux. C'est nul. Laurent Kessy. C'est lui qui a découvert le colonel Moutarde, qui était tué avec un chandelier, Monsieur Rurik Salé. Et pour nous accompagner pendant 1 heure, Monsieur John Lang, alias Spock, viens mon petit John, avec une tenue spécialement pour moi. Rappelons que tu es le seul cosplayer en France à avoir ce costume. Ah, de Galaxy Quest. Galaxy Quest, un film culte, tchac tchac. Ouais, respect, machin. Le nom de l'espace. Voilà, et John, je te présente plus, créateur du donjon de Nullbuck, créé au départ en série MP3 et qui aujourd'hui arrive sur une grande chaîne de télévision en version animation. Et oui, et pas en version tout nu. Et en version tout nu. Voilà. Sur ce, nous allons nous transporter habillés autour de la table. Sommaire maintenant. Descends en premier, je veux voir comment tu vas tomber. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film étrange et déroutant House, un retour sur la carrière du romancier de SF PJ Hero, science-fiction avec Baptiste, le jeu de plateau King of Tokyo, le dictionnaire de Seb Lacheret, Fred et Seb qui reviennent sur les Tortues Ninja à la télé, le jeu vidéo GoldenEye, les Watchmen vus par Laurent, et pour finir, ce shopping list. Et aujourd'hui, notre invité n'est autre que le scénariste et comédien John Lang, alias Spock, alias Pen of Chaos. À son actif, la série Le Donjon de Nullbuck et ses millions de fidèles qui l'ont suivi sur le net, mais aussi à travers des romans dérivés, des BD et désormais une série d'animation pour Canal+. Il est également le leader du groupe de rock médiévalo décalé, le Null Band. En fin d'émission, ce sera à lui d'élire le chroniqueur le plus convaincant. Plein de nouveautés, je vous l'ai dit, pour cette saison 3. On va commencer avec Nicolas Augusto. Nicolas Augusto, vous l'avez vu l'année dernière, il s'occupait de la rubrique Histoire. Et bien comme évidemment. Il a été très très gentil, il est maintenant en plateau. Tout de suite, Nico. Aujourd'hui, de quoi on va parler, mon cher David? Vous m'avez mis la pression pour le premier, j'étais obligé de parler d'un jeu incroyable, unique, qui a marqué un petit peu tous les esprits à l'époque de la Nintendo 64, mes amis. Alors, je ne sais pas qui joue ici sur le... C'est l'année de la création de la console? Non, c'est pas l'année de la création de la console. La console est sortie le 23 juin 1996 au Japon. Et 1 an plus tard, un jeu incroyable, lancement GoldenEye. À l'époque, c'était vraiment le truc, on avait acheté une 64 pour jouer à ce jeu. C'était un petit peu le jeu qui sortait de nulle part. Alors, pour poser un petit peu le pitch, simplement, c'est la même chose que le film. Hein. Oh, quel escroc! On va pas s'emmerder. Qu'est-ce que c'est facile! Voilà, et donc, rubrique cinéma. Et rubrique cinéma, rubrique, merci. Voilà, c'est cool. On passe ça. Tiré d'un roman. Rubrique. On fait une sorte de fusion. On se dit... Que John a vu! On se retrouve la semaine prochaine. Public applaudit! Merci. Vas-y, Nico. Et donc, du coup, ce jeu où on incarne le fameux Pierce Brosnan de GoldenEye sort en 1997. Et pour la petite anecdote, il était Nintendo négocie les droits en 1994 avec une grosse société de production de Cinoche. Ils font ça un petit peu, on va dire, un peu en dilettante. Oui, genre, tiens, toi, tu veux les droits de jeux vidéo, je te le file, quoi. Pour être honnête, c'est pas l'habitude de Nintendo d'aller sur ce genre de prod. Ils ont vraiment leur nom, leur prod, Mario, Donkey, Zelda, Kirby, F-Zero et compagnie. Et là, pour le coup, ils ont envie de se lancer et de faire autre chose. Donc, on est en 94, Nintendo va demander à Tim et Chris Stamper, les PDG de la boîte de Rareware, et Nintendo leur dit, écoutez, voilà, vous utilisez le moteur de Donkey Kong Country, qui à l'époque est un truc assez incroyable, qui a une sorte de rendu un peu synthétique, qui est une première pour la Super Nintendo. Et donc du coup, ils vont un peu bloquer. Rare se dit, non, c'est pas possible, le jeu, on peut pas le faire en 2D, comme un Donkey Kong, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'immersion, c'est pas ça. Bref. Et là, il y a un mec qui sort un petit peu de nulle part, qui s'appelle Tim... Tim Nulle part. Non, ça s'appelle pas Tim Stamper, c'est Tim Nowhere. Et ce gars se dit, fait une proposition aux gars de chez Rare et leur dit, on peut faire un truc en 3D. Sauf que Nintendo est en train de développer sa nouvelle console, la N64, et n'a pas de kit 3D disponible pour Rare à l'époque. Donc du coup, ils vont émuler un kit un peu top secret homemade qui s'appelle le kit Onyx. Et donc du coup, l'équipe de Rare bidouille ce jeu comme ça pendant presque 2 petites années, entre 95, on va dire 97. Du coup, ça sort avant, après, pendant le film, ils n'ont pas trop dépassé. Ça sort 2 ans après le film. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'au final, c'est un jeu... normalement, les jeux, les BD, les romans, les films, tout ça sort en même quasiment temps. Le film d'après qui était quasiment Exactement. Là, le jeu est annoncé quasiment en même temps que le Demain ne meurt jamais, il me semble, qui est celui d'après.
Et quand le jeu sort, c'est la folie, la presse s'emballe. Les joueurs, je pense dans le public, il y en a qui ont forcément joué à GoldenEye. J'ai joué, moi. Et il devient un succès incroyable, populaire, et se vend à 8 millions d'exemplaires dans le monde sur Nintendo 64. Sachant que la console est un peu en difficulté, on va dire que ça a fait du bien. Bref, et on a ce jeu qui va devenir un vrai FPS, qu'à l'époque on appelait Doom-like, à l'honneur de Doom et Quake, et qui va être vraiment le premier FPS d'infiltration. Toutes les petits On peut sous-titres s'affronter FPS aussi, également. hein. Non, je le sais. Alors, merci Laurent, je vois que Laurent suit, parce qu'il n'en a pas rien à foutre, Laurent. Qu'est-ce que je Merci, qu'est-ce que N'applaudissez pas, ne l'encouragez pas, s'il à vous dire plaît. des conneries. Mais alors, exactement, la force de GoldenEye, c'est pas autant Laurent son Cassier. mode solo, qui est esthétiquement incroyable, les musiques, les personnages sont là, c'est le mode multijoueur. Et pour la grosse anecdote, parce que alors, je sais pas si vous le savez, le mode multijoueur, Nintendo n'en voulait pas. C'était vraiment le truc, ils se sont dit, attendez les gars, le jeu sort dans 4 mois, vous pouvez pas nous faire un mode multijoueur, c'est impossible. Connaissons un petit peu comment Nintendo travaille, toujours très carré, tout est peaufiné, il y a énormément de méta-testeurs derrière qui vont peaufiner, faire des retours sur les bêtas. Et là, pour le coup, rare, sous la direction de Martin Hollis, qui est le génial producteur. Martin Aubry. Martin Aubry. Et donc, du coup, Martin Hollis dit, écoutez, on n'en a rien à branler, on va quand même le faire. Et le mode multijoueur est intégré au dernier moment dans les phases de debug. Nintendo valide. Et vous connaissez le succès qu'on a eu, des centaines de milliers d'heures. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait vraiment à l'arrache. Et pour la dernière anecdote, David, parce que je vois que tu as envie de reprendre la parole. Tu vois dans mon regard Je regarde, que ça je regarde les traîne. yeux. Dépêche-toi, un peu d'action, qui est assez incroyable. Il y a 4 designers. Avant que Nintendo leur dise, écoutez, dans le GoldenEye, vous avez mis Roger Moore, Timothy Dalton et Sean Connery. Vous pouvez pas, c'est GoldenEye, c'est impossible, il faut retirer leur gueule, c'est impossible, no way. Donc du coup, il leur dit, écoutez, on va se faire un dernier multijoueur entre 4 designers, et ils ont fait un match à 100 frags. Le premier arrivé à 100 gagnait, et suite à ça, ils ont supprimé le mode où on pouvait sélectionner les 4 autres James Bond, les 3 autres James Bond. Voilà. Bah, écoute, nous allons passer avec un autre qui maîtrise le jeu, c'est Stéphane Gallo pour la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Bienvenue dans votre interlude jeu de rôle, jeu de plateau. Le jeu du jour est une des très bonnes surprises du cru 2011, King of Tokyo. L'idée de départ de ce jeu est très simple et devrait parler à une majorité de geeks. Le but, c'est que chaque joueur est aux commandes d'un monstre géant, façon Godzilla, et qu'il doit aller éclater ses petits camarades jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un, le King of Tokyo, qui est soit le dernier survivant de la partie, soit le premier joueur à avoir atteint le seuil de 20 points de victoire. C'est simple, bête, efficace et terriblement jouissif. Petit détail qui tue, ce jeu est une création de Richard Garfield, qui est très loin d'être un inconnu, notamment des fans de Magic dont il est l'auteur. Pas besoin de beaucoup d'espace pour jouer à King of Tokyo, un bout de table suffit. Pas besoin non plus de potasser les règles pendant des heures, un enfant peut en comprendre les principes en quelques minutes. John, Leslie et Anthony sont actuellement en train de découvrir le plateau et de choisir leur créature. Ce sera Alienoid pour Anthony, Gigazor pour John et le King pour Leslie. A son tour, chaque joueur lance 6 dés. Il peut en garder certains et relancer les autres jusqu'à 2 fois pour obtenir la meilleure combinaison possible. On applique ensuite les effets indiqués. Les griffes enlèvent des points de vie aux adversaires, les cœurs permettent de soigner ses blessures, les énergies permettent d'acheter des pouvoirs. Quant aux 1, 2 et 3, ils permettent respectivement de gagner 1, 2 ou 3 points de victoire lorsque l'on fait un triple. Les autres moyens pour gagner des points de victoire sont d'entrer dans Tokyo ou d'y être au début de son tour. Le monstre qui est dans Tokyo tape sur tous ses petits camarades et tous les autres tapent sur lui. Il y a une petite nuance toutefois, le monstre qui est dans Tokyo n'a pas le droit de se soigner. Voilà, vous connaissez tous les fondamentaux. Quittons Puerto Vallarta et voyons ce qui se passe à Tokyo. Nous sommes au tour d'Anthony et il vient de faire sa première relance. Il a conservé 2 énergies, il relance les griffes. Alors, c'est le début de la partie, il suffit d'un résultat griffe pour prendre le contrôle de Tokyo. Mais pour le moment, tous les joueurs renaclent un peu à se lancer. C'est-à-dire qu'ils craignent de se retrouver seuls dans la ville et de prendre des baffes de la part de tous leurs petits camarades. Donc pour le moment, ils capitalisent des points d'énergie pour acheter des pouvoirs. Après Anthony, c'est John qui s'est lancé et qui tente également de cumuler des points d'énergie. Première relance, mais il lui reste les griffes. Cela aurait pu être un beau jet, dommage. Dernier lancé, et il reste une griffe. John va donc monter sur Tokyo, il se note un point de gloire pendant que ses adversaires fourbissent leurs dés. La partie débute vraiment à cet instant. Les tours se sont suivis à bon rythme et John a actuellement la main. Son monstre, Gigazor, a acquis le pouvoir Enfouissement, qui lui permet d'infliger des dégâts supplémentaires à ses ennemis quand il attaque Tokyo.
mais qui lui permet également de blesser ses ennemis quand il est en train de fuir. John lance les dés, il relance une fois, 2 fois, et c'est un très joli résultat. Il inflige 4 points de dégâts au monstre de Leslie, le King. Leslie peut donc choisir de rester dans Tokyo et de gagner ainsi 2 points de victoire, mais elle peut également décider de lui céder la place, ce qui lui est indispensable pour se soigner. Leslie choisit, elle quitte Tokyo et laisse donc la place à Gigazor. Elle promet à John une terrible vengeance. Petite phase molle, les joueurs se tapent peu et ont décidé de se refaire une santé. Sauf Anthony, qui, ayant acheté quelques cartes de soins, ne quitte plus Tokyo, lui il s'en tire plutôt bien. De plus, avec ses attaques acides, il inflige des dégâts à ses adversaires à chaque tour, conservant son avance, et son camouflage, une carte qu'il a également achetée, lui permet parfois d'esquiver les coups de ses opposants. Il semble décidément bien parti pour l'emporter, et il vient en plus d'infliger à ses opposants 3 dégâts supplémentaires. Puis il dépense 3 points d'énergie pour casser le café du coin, ce qui lui rapporte 1 point de victoire. Clairement, ses objectifs sont presque accomplis et la victoire sera bientôt sienne. Alienoid place une terrible attaque contre Gigazor, le repoussant hors de la ville, tandis que débarque le redoutable King qui, armé de son rayon laser, inflige un camouflet à Alienoid, la créature d'Anthony. C'est un très violent revers pour elle, qui cause d'épouvantables dégâts dans la défense du monstre, mais il tient bon, il reste maître de la capitale nippone, tandis que Gigazor revient à la charge. Voilà, ça ressemble à ça, une partie de King of Tokyo, qu'on s'est joué assez vite. Notez que le jeu est d'autant plus fun qu'il y a 2 joueurs et qu'il peut se jouer jusqu'à 7, sans compter les extensions. Voilà, bon jeu à vous. Allez, on poursuit l'aventure plus ou moins geek, 52 minutes de pur bonheur, avec 2 minutes dédiées au Geektionnaire par Seb Lacheret. Salut bande de pianistes, bienvenue dans le Geektionnaire. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la définition d'un mot que votre grand-mère ne connaît sûrement pas, le mot geek. Alors je sais ce que vous allez me dire, Mea c'est bon, je sais ce que c'est qu'un geek. Moi c'est bon, je sais ce que c'est qu'un geek. Toi oui, mais pas ta grand-mère. Alors fais-la rouler jusqu'à l'écran, on va lui expliquer. Geek est un nom masculin à consonance d'outre-Manche dont le féminin est geekette. J'ai la geekette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. Ses origines étymologiques seraient multiples, mais il fut employé à la fin du Xième siècle en Amérique du Nord dans les freak shows, les foires aux monstres. Là, entre la femme à barbe, l'homme tronc et David Fressino, le geek était un homme sauvage qui décapitait des boules avec ses dents, couvert de boue, enfermé dans une cage et complètement à poil. Une sorte de fric sans froc. Puis le terme fut repris dans les années 60 pour désigner les forts en maths, les intellos, ceux qui n'ont comme seul ami que leur calculatrice. Tu sais ce que je préfère chez toi? C'est ta racine carrée. De nos jours, le mot geek désigne une personne passionnée par une ou plusieurs des nombreuses branches de la culture de l'imaginaire et qui en possède une connaissance extrêmement pointue, un peu comme les oreilles de Spock. La culture de l'imaginaire regroupe des domaines assez divers tels que l'informatique, les sciences, la littérature et la BD, les séries web et TV, les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo, la culture japonaise, le cinéma de genre, etc., etc., etc. Attention à ne pas confondre geek avec les termes nerd, no life et grec, termes sur lesquels nous reviendrons ultérieurement plus tard, sauf le dernier car c'est un sandwich. Allez hop, on se retrouve à Zap. En attendant, longue vie et propriété. Prosélie, prolapse, prépuce, psoriasis. Bon bref, longue vie. De retour dans cette saison 3, Laurent, mais waouh, tu es encore avec nous. Je suis partout. Mais c'est fou, 2 enfants ne t'ont donc pas usé jusqu'à la moelle. Alors tout de suite, on va voir si Laurent est toujours aussi fort. Allez, rubrique BD roman. On va regarder un extrait de film et voilà, on en parle après. Watchmen. L'un des nôtres a été tué cette nuit. Ce serait pas Watchmen? Ce serait pas un truc qui se passe la nuit? Quelqu'un sait pourquoi.
Quel serait-il pas pourquoi Vous avez vu ce film? Ouais. Ah ouais. C'est J'ai pas génial. aimé. J'ai vu Director's Cut. Alors vous aimez vraiment? Moi j'ai vu non, le mais Femme ça de fait ménage chier, cut, il est vachement bien. Il fait 5 minutes. bah, Moi je j'ai suis trouvé seul ça à très très bien. pas aimer. Les films de super-héros, c'en est moyennement un, mais ça fait partie de ceux qui sont le plus décriés et j'ai trouvé que c'était l'un des plus intéressants. Alors, à la base, c'est une bande dessinée d'Alan si Moore c'est et pour Dave avoir des Gibbons. arguments comme ça, ça va. Oui, bah je pars aussi. Alors, alors, c'est juste pour sorti te suivre. entre 85 et 87 en 12 épisodes. Et alors l'intrigue dans le film de Snyder, elle est hyper bien transcrite, ça y a pas de problème. Oui, c'est pas fait chier, il a pris case par case, non? Voilà, pas case par case, mais bon, Oh. l'intrigue est à peu près à part la fin. Il la Vous suit êtes très vraiment bien. ridicule. Les costumes sont bien repris, graphiquement ça se tient à peu près. Sauf que sur le fond, sur l'essence du propos, il a rien compris Snyder ou ses scénaristes, je ne sais pas. Ou alors il a très bien compris et il a voulu trahir le truc. Mais en tout cas, l'esprit de la bande dessinée est complètement zappé, étouffé, affadi. Watchmen, c'est une histoire en fait une bande dessinée sur la bande dessinée américaine. L'idée de base, c'est en quelque sorte, et si les super-héros existaient vraiment. L'Uchronie démarre le jour où un type qui lit le premier numéro d'Action Comics avec Superman, première apparition de Superman, se dit tiens mais c'est super les super-héros, moi aussi je vais devenir un super-héros. Et à partir de là, le monde de Watchmen diverge du nôtre. Et donc dans le monde de Watchmen, il y a des vrais super-héros. Du coup dans ce monde-là, les comics de super-héros n'existent plus. Où ils n'ont plus de succès parce que il y a des vrais super-héros dans le monde. Donc En fait, c'est devenu une normalité, donc du coup, il n'y a pas besoin d'écrire des trucs extraordinaires. Voilà. alors qu'on Et l'a donc, sous ce les qui yeux. remplace les comics de super-héros qui ont autant de succès, c'est les comics de pirates. D'où le fait qu'il y a un comics de pirates dans l'intrigue. Et Johnny Depp, il était peinard sur les deux mondes. Qui reprend un peu l'intrigue l'intrigue principale, enfin qui a des liens. Parce que tout est dans tout dans Watchmen en fait. L'intrigue, à la limite, on s'en fout. C'est ça qui me dérange dans le film de Snyder, c'est qu'il a repris très très bien l'intrigue comme un bon élève appliqué. Sauf que l'intrigue dans Watchmen, dans la BD, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe dans Watchmen, c'est 12 numéros. C'est 12 numéros avec une structure impeccable. C'est vraiment la façon dont on raconte. C'est vraiment un discours sur la bande dessinée américaine, sur ses évolutions. Et c'est Alan Moore, ce qu'il voulait faire, c'est faisons quelque chose qui n'a jamais été fait en BD, faisons quelque chose qu'on ne peut faire qu'en BD. Et c'est ce que je reproche au film de Snyder, c'est qu'il ne parle pas. Il ne parle ni de BD ni de cinéma. Il aurait pu adapter le film en disant voilà, moi je vais faire un film qui parle du cinéma de super-héros, par exemple, ça aurait été super intéressant. Ou je vais essayer des formes novatrices, mais qu'on ne peut faire qu'avec le cinéma. Ce qu'a fait Moore dans Je la sais pas BD. si c'est parce que tu racontes mal ou que j'écoute pas, mais pourquoi est-ce que la BD originale parlait de BD? Parce qu'en fait, elle détaille, si tu veux, en déroulant l'intrigue, toutes les phases d'évolution de la bande dessinée américaine, de super-héros, simplement. Et jusqu'à, si tu veux, elle-même est un point tournant de la bande dessinée américaine de super-héros, parce qu'après elle, c'est une espèce de passage à l'adulte. Il y a celle-là et Dark Knight Returns de Frank Miller qui font rentrer les super-héros dans ce qu'on a maintenant depuis 15-20 ans. Ouais. Cette espèce de noirceur, c'est plus surtout pour les gamins, les Batman d'ailleurs. Il y a plein de trucs qu'on pourrait dire. Vraiment, c'est une BD. Il y a des thèses qui sont écrites sur Watchmen. C'est vraiment une BD pour, tu vois, les universitaires. Il y a plein de motifs qui se rejoignent. Il y a plein de... C'est vraiment très structuré. Alors, est-ce que finalement, c'est pas les gens qui se prennent un peu le chou autour de ça pour faire monter une sauce que peut-être Alan Moore a même pas imaginé au départ, quoi? Parce que lui, c'est pas juste dit, tiens, je vais faire. Je vais le plaisir du kiff, tu vois. Non, il y a par exemple. Machin, puis après, les gens sont là. Le kiff, c'est inimaginable. Enfin, tu peux le relire 5-6 fois, tu vas toujours trouver des trucs. Alan Moore en a mis plein. Et lui-même dit qu'après, il y a eu des résonances dont il n'avait pas conscience qui se sont créées après. Mais il a quand même mis plein de choses. Par exemple, il y a l'épisode 5, John, tu le verras dans cette émission. L'épisode 5 qui s'appelle Terrible Symétrie, dont toutes les cases sont symétriques jusqu'au milieu. Et le milieu, c'est une double page où toutes les cases se répondent. Alors, en termes de forme et de structure, quoi, c'est le même truc mais à l'envers. Et aussi en termes de contenu. C'est un épisode absolument invraisemblable, mais qui fonctionne hyper bien. Mais est-ce que c'est pas le destin éternel des adaptations de BD d'être critiqué aux adaptations de BD ou de bouquins les gens sont contents que quand tu fais rien, ouais. Et quand tu fais rien, ils se plaignent. Parce qu'il y en a des très bien. Non, c'est pas vrai, il y a des trucs très très bien. Spider-Man de Rémi, c'est très bien, c'est très fidèle à l'esprit. Moi, je demande pas à ce que ce soit fidèle jusqu'au dernier poil de couille du super-héros. La fidélité, moi, je m'en fous. Il faut qu'on retrouve l'esprit. On sait bien que la fidélité, tu t'en fous. Il y a des trucs assez... Une dernière anecdote, une dernière anecdote, non, c'est pas une raison forcément de lire le bouquin, mais à la base, ça devait être DC Comics venait de racheter les personnages d'une autre firme qui s'appelait Charlton, qui avait plein de personnages créés par Ditko, notamment le créateur de Spider-Man. Ils venaient de racheter tous les personnages qui étaient avant cette boîte qui avait fait faillite.
Et Alan Moore voulait les utiliser dans Watchmen, prendre des vrais super-héros et les mettre dans cette situation un peu de passage à l'âge adulte. Et le rédacteur en chef, quand il a vu ce qu'il allait faire des héros, c'est-à-dire les faire crever quasiment tous, il a dit non, attention, tu vas faire des copies. C'est pour ça que Rorschach, c'est une parodie, enfin une copie de The Question de Steve Ditko, dont j'avais parlé un petit peu dans une saison précédente. Vous pouvez regarder toutes les saisons de Plus ou moins Geek, 40 et essayer de retrouver ce dont il parle. Voilà. Débrouillez-vous. Hashtagez Plus ou moins Geek. Laurent a démonté Watchmen, la version cinéma. Nous allons démonter Laurent. Et c'est quand même la BD, c'est quand même l'un des. Moi, c'est ma bande dessinée préférée de tous les temps. C'est quand même le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de la bande dessinée américaine. Laurent Moore, merci pour cette intervention. Un autre qui démonte les choses, c'est Baptiste, et cette fois-ci, il s'attaque à Star Wars. Je vous avais pas vu. Bon, moi, il y a un truc qui me vénère dans les Star Wars, mais qui me vénère méchant, c'est les sabres laser. Non mais oh là, ils se prennent pour qui ces réals là? C'est impossible d'arrêter un rayon de lumière. Là, je suis vénère, là, mais je suis vénère. Et quand je suis vénère, bah, je suis ballonné vénère. En même temps, peut-être que personne lui a dit à Lucas. Aucun esprit brillant comme le mien lui a fait la remarque. Bon, je vais l'appeler pour lui expliquer. Bonjour, secrétariat de Georges Lucas, nous allons prendre votre appel. Bon, en attendant, je vais récapituler un peu ce que je vais mettre dans la figure à Giorgio. Parce que les sabres laser, c'est des lasers. Et les lasers, c'est de la lumière. Et quand on prend en considération que ça sort d'un manche, je me permets de vous rappeler quand même que les étoiles, qui sont des soleils, elles se situent à des millions, voire des milliards d'années-lumière. Et pourtant, je vois encore leurs rayons. Alors explique-moi, Giorgio, comment t'arrêtes ça? Non, parce qu'un laser, ça peut atteindre 500 000 degrés. La température au niveau du soleil, en sa surface, c'est 5000 degrés. Un laser, ça crame tout sur son passage. Alors explique-moi comment tu l'arrêtes. C'est un peu comme si tu demandais à Cyclope des X-Men de retirer ses lunettes. La lumière, c'est des photons, c'est pas palpable pour moi. C'est logique, j'allume une lumière, il y a un faisceau, c'est pas palpable. En fait, un sabre laser, c'est ni plus ni moins qu'une lampe torche avec de la lumière qui s'arrête. Et un laser à la place de la lumière, mais c'est de la lumière, un laser, enfin, c'est pas compliqué quoi. Donc quand il y a deux Jedi qui sont ensemble et qui font joujou avec leur laser à la con, eh ben c'est pas palpable, ça passe au travers. Ils peuvent se découper avec s'ils veulent parce que ça fait 500 000 degrés, mais ils peuvent pas se toucher. La lumière, c'est pas palpable, ce n'est pas possible. Merci d'avoir patienté. Nous allons vous passer Monsieur Lucas. Mais qui dois-je annoncer? Non, là, je suis ballonné, j'aime pas parler aux gens quand je suis ballonné. Voilà, je suis très heureux de vous avoir fait honneur de ma présence. Yumi, ok. Tout de suite, c'est le moment du grand sujet geek, un sujet qui ouvrira la porte à un débat. La porte à qui? Un débat. Un débat, c'est un pote à moi. Allez, tout de suite, l'interview, l'enquête, le grand sujet geek. Cet homme n'est pas celui qu'il dit être. Ses livres affichent un PG héros alias Paul-Jean Hérault, mais se cache derrière Michel Rigaud, un des plus importants auteurs français de SF et de space opéra. On lui doit une trentaine de romans, dont la saga Cale de Terre, qui suit les tribulations spatiales du dernier homme ayant survécu à une guerre apocalyptique. Rencontre avec un grand monsieur qui nous a accordé ce qui devrait être une de ses dernières apparitions publiques, préférant désormais se retirer du monde. Mais tout d'abord, PJ. Je me permets de vous appeler PJ. Qu'est-ce que la science-fiction? On a tous une imagination, hein. On a tous des rêves, on a tous une grande part de rêves dans notre vie, dont on n'est pas toujours conscient. Et la science-fiction, c'est cet imaginaire-là. Comment êtes-vous devenu écrivain? Moi, je suis un ancien journaliste, et puis je me suis dit un jour qu'il faudrait bien que, quand j'arriverai à la retraite, j'ai une activité. Et je me suis dit que la seule chose que je savais faire, c'était écrire. Alors j'ai essayé, et puis j'ai envoyé ça aux éditions Fleuve Noir, qui était une édition qui faisait de l'espionnage, du policier et puis de la science-fiction. Et j'ai eu la chance que le manuscrit soit retenu. J'ai fait de l'espionnage pendant 2 ans, j'ai fait 3 bouquins et je me suis ennuyé. J'ai découvert la science-fiction par hasard. Je me suis dit que là, c'était la grande liberté. Parce que c'est vrai que c'est la liberté. La science-fiction, vous pouvez aussi bien avoir des romans d'amour de science-fiction que des romans de guerre, que des romans philosophiques, des romans de sociologie. Vous pouvez tout avoir en science-fiction. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire de la SF? Je ne suis pas un lève-tôt, moi. Hein. J'ai commencé tard, la SF. J'ai commencé la SF quand j'avais 35 ans. J'avais lu auparavant, j'avais quand même lu auparavant des bouquins de Robert Heinlein.
qui donne une leçon à tout le monde. Ce type a écrit un bouquin où il est question d'un individu sans grand intérêt, dans des circonstances sans grand intérêt, et il arrive à rendre cette histoire passionnante pendant 350 pages. Nous devons aussi à PJ Héros la série Gurvan, les aventures d'un soldat génétiquement modifié au milieu de l'espace ravagé par une guerre sans précédent. Une série de romans space opéra qui sent bon la testostérone. Qu'est-ce qui a influencé votre style? Il est influencé directement par mon passé, par le métier de journaliste. L'écriture journalistique est une écriture qui se suit. Chaque paragraphe dépend du précédent et découle directement du précédent. Le style que vous devez avoir en journalisme, c'est un style où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mots inutiles, il n'y a pas de phrases inutiles. Dans l'écriture de romans, c'est la même chose. Je m'efforce de n'avoir aucune scène inutile, sauf que si elles me font vraiment plaisir. Voilà. Maintenant PJ, voici le moment de juger votre œuvre, de vous auto-féliciter. Et oui, on est comme ça chez Plus ou Moins Geek. Mais quelle est votre œuvre préférée? Mille crabes. C'est une uchronie, un très gros bouquin en trois volumes. 3 volumes de 500 pages chacun. J'ai refait la Seconde Guerre mondiale dans le futur, sur Terre, mais dans le futur, dans un monde parallèle. C'est la saga d'une famille. J'ai un faible pour ce bouquin-là. Et votre scène préférée? Il y a une scène dans un bouquin qui s'appelle Les Chineurs de l'espace qui m'a pris très très fort. J'imaginais un gars qui a un accident avec son engin et qui se retrouve sur une planète avec son engin écrasé au sol. Sur une planète où il est seul. Un jour, il voit l'écran de l'ordinateur allumé. Il s'aperçoit qu'il y a une plante qui a pénétré l'ordinateur et qui en a pris le contrôle. La plante est en train d'absorber ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Et puis un jour, elle lui parle. Elle prend contact avec lui. Ce type se dit, je ne serai plus le seul être vivant. Cette première prise de contact entre l'homme et la plante, une forme d'intelligence. Moi, quand je l'ai écrit, ça m'a bouleversé, au point que j'en avais les larmes aux yeux. Et quand j'ai relu cette scène, je l'ai relue souvent, à chaque fois, aussi couillon que ça puisse paraître, j'ai les larmes aux yeux qui arrivent. PJ, c'est le moment de faire un focus sur une œuvre d'un autre auteur culte à vos yeux. Pierre Klösterman, l'auteur du Grand Cirque, c'était le meilleur pilote de chasse français de la Seconde Guerre mondiale. Et il a écrit ses mémoires, qui s'appellent Le Grand Cirque, après la guerre, en revenant, qu'il a échappé à la guerre. Et il avait un talent de pilote certain, mais il avait aussi un talent de plume. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Quels sont les retours de vos lecteurs? Il y a une réflexion qui est assez fréquente chez mes lecteurs qui viennent, c'est qu'ils me disent qu'ils ont été émus en lisant des bouquins, ou que mes personnages les émeuvent. Ça me touche, oui. Ça me touche parce que on écrit pour toucher les gens, on écrit pour les émouvoir, pour les faire rêver, mais les émouvoir. Enfin, rêver, c'est une émotion aussi, bien sûr. Donc, si vous apercevez qu'ils ont réagi, qu'ils aiment vos personnages, ou qu'ils aiment les histoires, bah, c'est un partage, quoi. Vous dites que vous avez réussi. Voudriez-vous voir un de vos romans adaptés au ciné? On rêve tous d'une adaptation au cinéma. Et en même temps, on en a très peur. Parce que les cinéastes ont des objectifs qui sont très différents de nous. Il faut qu'ils fassent du spectaculaire, il faut qu'ils fassent du sensationnel, si vous voulez. Et ça ne va pas forcément avec ce qu'on fait, ce qu'on a écrit nous. Que diriez-vous à un critique qui vous a blessé? Il y a un individu dont je ne citerai pas le nom, dont je dirais seulement qu'il est en France, qu'il édite maintenant. Il a d'abord été critique et maintenant il édite. Bon, il m'a dit que j'avais plus aucun talent, quoi. Que j'en avais eu au début un petit peu, et puis c'est tout, ça a disparu. Ce qui me réconforte moi, c'est que lui, il n'en a même pas eu au début. Parce qu'il a écrit aussi, et je sais ce qu'il a écrit, je l'ai lu ce qu'il a écrit, et même au début, celui, il n'en avait pas. PJ, nous avons été ravis de partager ce moment avec vous. Et vous savez, vous qui écrivez beaucoup d'histoires de mecs, eh ben sachez que nous aussi, les filles, on peut être burnées. On attaque le grand sujet, donc le débat. Quel est le plus grand auteur de SF? On peut peut-être attaquer déjà par les grands auteurs de SF français. Tiens, John, toi qui du coup en lis pas mal parce que tu n'avais pas d'enfance. Ouais, moi, dans ceux que je connais et dont j'ai lu un certain nombre de bouquins en France, j'aime beaucoup ce que fait Pierre Bordage, parce qu'il fait beaucoup de post-apo, et moi je suis fan de post-apo. Et il trouve toujours un bon. Certains disent qu'il a tendance à s'apesantir sur le post-apo, mais moi j'aime bien sa façon de trouver les thématiques, etc. Il fait des bouquins bien denses, bien sympas.
Puis en plus, c'est aussi quelqu'un de charmant. D'accord, c'est un copain qui va être très emmerdant pour Laurent, puisqu'il est à peu près aussi copain avec tous les auteurs de SF français. Pas avec Pierre Bordage. Voilà, donc il le déteste. C'est la non, merde. non, La merde. Je le connais pas. Un auteur français, l'année dernière, je crois que c'est la saison précédente, j'ai parlé de Stéphane Wool, qui pour moi... Qui n'est pas mort. Ah, si, qui est... Si, parce que rappelons que la première saison, tu as présenté, je crois, 10 chroniques et la moitié des gens sont morts au cours de l'année. Stéphane Wool était déjà mort depuis longtemps. C'est Newark, voilà. Si vous Oui, tout à fait, tu nous en avais parlé également, ouais. Alors je me tourne maintenant vers la partie inculte de ce plateau. Mais pourquoi ne lisez-vous pas de SF, les amis Excuse-moi, je dois aller. Non, mais c'est une bonne question quand même. Vous qui êtes quand même multi-talent, multifonction, qui écrivez, machin. Moi, je suis très film d'horreur, fantastique, et avec Rurik, on a ce truc en commun. C'est vrai. Mais SF, ouais. Notamment. Attends, SF, c'est large, hein, parce que... Je sais, mais c'est vrai que je suis pas... Dans la classification librairie, quand même, SF, ça va de là à de là. Hein, on doit sortir un nom. Bah, moi, j'en connais plein, mais je ne les ai pas forcément. Déjà, je lis très peu de fiction en roman, en bouquin. Enfin, ou alors, c'est des choses vachement... qui collent à la réalité. Par exemple, j'aime bien les romans japonais, comme ça, avec j'aime bien Ryu Murakami, par exemple. C'est un mec que j'aime beaucoup, c'est pas du tout de la SF. Je lis très peu de fiction. Je lis pas de SF, je lis pas de fantastique, je lis pas d'horreur. Voilà. Moi, je lis quasiment que de l'autobiographie. Ouais, moi aussi, beaucoup. Mais que de toi. C'est joli. Le mec, il a putain, il tombe d'une page, c'est vrai. Et non, c'est vrai, autobiographie ou sur des faits. Par exemple, on parle de SF, j'adore les bouquins sur l'affaire Roswell, Gilles Dasbourdet, mais c'est pas de la SF, c'est des faits, c'est autre chose. Je suis plus dans la réalité, même si il y a un lien entre les deux, mine de rien. Et finalement, si vous deviez emporter un seul roman sur une île déserte, alors, toujours confondu. Allez, j'ouvre les vannes, je suis comme ça, on est généreux. C'est compliqué, en plus... c'est compliqué. Un roman. Non, prends-en un que t'as pas lu. Oui, voilà, il vaut mieux en emporter un qu'on n'a pas lu, un épais si on va sur une île déserte. T'imagines, tu pars avec le bouquin de Loana. Mais il y a des... Il y a une page, oh merde. Allez, on reste dans la jeunesse, on retrouve Fred et Seb dans leur rubrique Les Experts. Et cette fois-ci, ils s'attaquent aux Tortues Ninja, la version dessin animé à la télé. Je pense que ce mec est mort. Mort de quoi? D'une pizza YOLO Itegu. C'est-à-dire, il a bouffé une pizza périmée? Non, une pizza YOLO, on a retrouvé le scooter dans l'estomac. Et puis j'ai retrouvé aussi des morceaux de pizza au chewing-gum aux fruits de mer. Ça me rappelle les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja? Qu'est-ce que c'est que ça? Tortues Ninja, c'est une série qui fait 193 épisodes, qui était de 87, qui était diffusée sur France 3. Je crois que la série culte de la 3, c'était les Tortues Ninja, quoi. Ouais, c'est-à-dire que s'ils en avaient pas beaucoup. Oui. Non, Tortues Ninja, c'était quand même une super série. D'ailleurs, tu sais que cette série, ils ont complètement inversé le scénario, en fait, parce que normalement, Tortue Ninja, c'est tiré d'un comics. C'est tiré d'un comics, ouais. C'est un comics qui est très très violent et très adulte. Voilà, qui est assez violent, assez adulte. Et normalement, d'ailleurs, ça a été bien remis dans le film. Splinter, c'est un rat qui apprend les arts martiaux. En imitant son maître dans sa cage. J'ai trouvé ça ridicule, mais en fait, c'est l'histoire du comics. C'est la véritable histoire. C'est la vraie histoire du comics, alors que l'histoire du dessin animé est quand même vachement plus logique. C'est Shredder, enfin l'ancien, celui qui est devenu Shredder et celui qui est devenu Splinter, qui étaient dans le même club d'arts martiaux. C'est Shredder qui a essayé de tuer Splinter parce qu'il avait les faveurs de son maître. Du coup, il a dû s'exiler à New York, il a vécu dans les égouts, il est devenu l'ami des rats. Et c'est là où il a trempé dans du mutagène et il s'est transformé en rat. Et d'ailleurs aussi, un truc que cette série a amené, et que c'est quelque chose qui est resté ensuite maintenant dans toutes les Tortues Ninja, c'est que normalement les Tortues Ninja, elles ont toutes des bandeaux de couleur rouge. Ouais. Et cette série, justement, elle a amené les bandeaux de couleur... Le truc qui vient, tu peux t'identifier à un personnage, parce que tu dis, mon préféré c'est Leonardo, c'est le bleu, c'est Donatello, c'est le violet, enfin voilà. Il y avait quelque chose que j'adorais, moi, c'était justement le fait que Shredder, il était toujours plus puissant que les tortues, et ça, j'adorais ça. Les tortues, à lui tout seul, il les fracassait, quoi. C'est ça, justement. Il n'y avait que Splinter qui pouvait rivaliser avec lui. Splinter qui pouvait rivaliser avec Shredder, alors que Shredder, il pouvait défoncer toutes les tortues. D'ailleurs, ils ont fait un remix il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un remix en 2003 et un remix en 2012. Et d'ailleurs, il y a un crossover avec des tortues de 87 avec des tortues de 2003 qui est assez sympa, parce que tu revois les vieilles tortues, sauf qu'elles sont un peu ridicules. Faudrait qu'on s'occupe de lui quand même, non? Ouais, c'est vrai. Pourquoi Rurik a le t-shirt du colonel Moutarde? La réponse tout de suite avec la rubrique cinéma.
Je tiens à souligner d'ailleurs, je tiens à souligner ça, donc je souligne, voilà. Et puis le fait que c'est Dave Godin qui a dessiné ce truc-là, Dave Godin, l'un des deux frères Godin, super illustrateur français. Distorsion, une très bonne émission que tu présentes. C'est vrai. Et je n'en parle pas assez parce que c'est pas plus ou moins geek. Non, voilà. c'est vrai. Non, mais alors, nous sommes des copains de Metaluna et de Distorsion. Bien sûr, Metaluna vous aime. Nobuhiko Obayashi, voilà, c'est une insulte en japonais, ça veut dire je n'aime pas David Fressino, mais c'est aussi, et ça c'est très étrange, le nom d'un réalisateur qui a fait ce film. S'il te plaît, enlève-moi cet homme sans cheveux et mets-moi la bande-annonce, Christian. Alors là, ce que vous allez voir, c'est complètement taré. It's maxi chelou. Je vous engage à regarder un petit peu ce qu'on va voir. Voilà des doigts qui jouent du piano. Une femme, ça c'est bien, en plus on voit ses seins, à un moment. Quelqu'un a une corde. C'est vraiment l'un des films les plus fous que j'ai vu de ma vie. Il s'appelle Alors House. ça c'est pas vrai, tu nous le fais chaque année. Chaque année il commence par c'est le film le plus fou, le plus barré. J'ai pas dit le film, j'ai dit Il a l'un des déjà plus dit fous. complètement taré, tu ne peux plus le redire. Ah oui, est-ce que je peux dire incroyable? C'est incroyable. Alors House, voilà, c'est ce qu'il dit au générique de début. Monsieur Obayashi était un réalisateur de films indépendants, un petit peu expérimentaux au Japon, bon, qui faisait des pubs, etc. Et à l'époque, c'était dans les années 70, je suis très mauvais pour les dates, donc je pourrais pas te dire quand c'était, on va dire 75, n'importe quoi. On va chercher ce gars-là, Obayashi, pour dire tu veux pas faire un film chelou, comme ça, en français dans le texte. Et il ramène ce scénario. Et le boss de la tôle, le vice-président, il dit écoutez, je comprends rien ce que vous avez écrit, je comprends rien. Mais ça m'a l'air intéressant, on va le produire. Et C'est curieux parce que normalement, les films d'auteur, les auteurs les trouvent pas chelous. Ouais, c'est clair. Parce que quand ils proposent un truc complètement hallucinant comme ça, eux, ils trouvent ça bien. Ils trouvent ça normal. Mais alors parce que pourquoi c'est ce qu'ils créent eux. C'est intéressant que tu dis ça parce que pourquoi est-ce que même Obayashi devait trouver ça un peu bizarre? C'est qu'il s'est inspiré des rêves et des cauchemars de sa propre fille qui avait 12-13 ans. La petite fille lui disait ouais, j'ai rêvé qu'il y avait une maison qui mangeait les gens. Ah bon? Et puis le mec il disait mais c'est vrai. Puis il commence à écrire. Et puis il dit et puis quoi d'autre alors? Bah je jouais du piano puis des fois j'ai l'impression que quand je joue du piano, le piano il va me manger les doigts. Ah bon? Et il écrivait tout ça, et il écrit un scénario basé sur les rêves et les cauchemars de son enfant. Ce qui est génial, parce que les enfants, ils sont complètement débridés. Hein, cadeau petit pour Monsieur Fressino. Oh, mais j'en ai marre. On peut même plus... Non, et du coup, ça donne un film sans queue ni tête. Alors l'histoire, c'est grosso modo, hein, vraiment, pour faire... Il y a des jeunes étudiantes japonaises qui ont la jupe jusque-là, et qui, pour l'été, décident d'aller passer une semaine chez la tante qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps de l'une des filles. Voilà. Et cette tante a effectivement une maison, donc, qui mange les gens, un piano qui coupe les doigts, un chat qui joue au piano au moment, une tête qui sort d'un puits. À un moment, quand ils sont dans le train, le décor est complètement peint, dessiné, tu sais que c'est faux, mais tu rentres dedans un peu c'est comme... quoi le pitch alors du coup? Eh ben c'est simplement ça. C'est le bordel. C'est vraiment ça part là-dedans et elles sont là. Ah, je suis content de passer les vacances avec toi. Et plus ça va, plus ils se rendent compte que la tante elle est un peu bizarre, que la maison veut les manger, qu'il y a une espèce de cannibalisme. Mais c'est à la fois cartoonesque, à la fois vraiment terrifiant. C'est un petit peu comme un film dont j'avais parlé dans une saison précédente, Magical Mystery Tour des Beatles, qui est complètement taré. Il y a un peu cet esprit, mais tout peut se passer à n'importe quel moment. Et il y a vraiment des images complètement tarées. Je te dis, il y a un chat qui a des yeux qui brillent. Il y a un moment, un gars qui est terrifié à tel point qu'il se transforme en squelette, il tombe par terre. Tu as des accélérés, des images remises. C'est une espèce de truc, on dirait Jodorowsky, plus Buñuel, plus n'importe quoi mélangé. Est-ce accessible quand même à, je vais prendre par exemple celui qui lit pas, à quelqu'un qui n'est pas drogué. Voilà. Parce que les deux là depuis tout à l'heure se regardent dire Rurik, c'est quand tu t'arrêtes. Non mais non, parce que moi je sais que je vais pas aimer ce genre de film où vraiment c'est genre sans queue ni tête, il n'y a pas vraiment véritablement d'intrigue, c'est plus vraiment sur des visions, en fait c'est ça le truc, c'est que ça fonctionne sur... Oui et non, parce qu'il y a des films vraiment comme effectivement Buñuel ou Jodorowsky par exemple, moi j'ai du mal. Alors Jodorowsky, il y a quand même une intrigue malgré tout. Mais bon, c'est quand même... C'est pas suffisant quoi. C'est pas suffisant. Alors donc tu vas te faire chier, clairement. Parce que le film de toute façon en lui-même est pas... parfait, il y a un ventre mou au milieu où tu te dis putain mec, parce que je me souvenais de la fin quand je l'ai revu, j'étais là oh là là la fin quand est-ce qu'elle arrive, parce qu'à un moment où mais c'est tellement beau, voilà c'est un peu de ça, et c'est tellement beau les couleurs, le travail, tu sais, je sais plus si j'avais parlé ou pas, peut-être pas de Kwaidan, un film japonais, c'est un vieux film japonais des années 60 où à un moment les mecs déambulent dans la neige et le décor de fond, le ciel il est peint avec des yeux, mais tu sais c'est pas fait pour être crédible, c'est fait pour être poétique un peu comme Jean Cocteau, et il y a cet aspect là, c'est complètement taré. Moi je vous propose qu'on passe à une œuvre quand même plus abordable. John, c'est à toi de passer sur le grill. Pour
pour quand même présenter John un peu plus longuement que je n'ai fait en début d'émission, tu as quand même aussi un parcours comme on a pu avoir François, Rudy qui nous a rejoint aussi cette année dans l'émission. C'est-à-dire que tu es né du web entre potes, un peu, je dirais, sans le sou. Je suis né avant quand même. Tu es né dans le web. J'ai des photos, on va les envoyer en plateau. Non, et aujourd'hui, le Donjon de Nullbug, c'est une jolie franchise. C'est une jolie franchise avec beaucoup de produits dérivés. Et tu arrives sur une grande chaîne nationale, dans une grosse série d'animation. Comment tout ça a évolué? Lentement, mais sûrement. Ouais. Je sais que tu le précises souvent en convention quand tu fais des présentations justement de la version animée du Donjon Nullbug, dont vous voyez quelques images en ce moment à l'écran. Alors comment on en est passé à là du coup? Moi, je fais jamais les choses exprès. Donc, voilà, il y a des gens qui me contactent, ils me proposent des trucs. La plupart du temps, je dis non parce que j'ai pas le temps. Et puis, des fois, je fais pourquoi c'est pas intéressant. Parce que je pense que j'ai encore beaucoup de boulot. Et le principal truc qui me motive, c'est d'essayer un petit peu de tout. C'est pour ça que mon site s'appelle Pen of Chaos, qui existe depuis 1995, avec dedans des tas de rubriques à la noix, dont certaines ont été oubliées, depuis, même par moi d'ailleurs. Là, tu t'en souviens pas. Voilà, bon, moi je suis fan de plein de trucs. Je suis fan de littérature. J'ai essayé d'écrire avant de réussir à le faire pendant des années. Oui, parce qu'il y a combien de romans là aujourd'hui maintenant? Alors là, le roman Nullbug, j'en ai fait 4. Les BD? Et alors les BD, on en est à 14, 15, 16, 17... Puis-je donner un chiffre qui va faire évanouir Laurent Kessy? Tu en es à combien de tomes vendus des BD? Laurent, excuse-moi, ça va être dur. Alors si on met... Ne sois pas modeste, John. Combien de millions? On est entre 1 et 2 millions, je crois. D'accord. Oh. Ouais. Ça mérite des applaudissements. Ça a laissé quand même le public était... C'est quand même lui qui va payer sa tournée ce soir. Et la série animée, donc c'est pareil, on est venu te chercher. Oui, c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Puis après, je me suis impliqué dedans parce que en fait, mon idée, c'est que contrairement, justement, on parlait des adaptations tout à l'heure, moi, je ne veux absolument pas faire de la franchise, justement. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose sur le Donjon de Nullbug, soit je travaille dedans, soit on le fait pas. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas d'ailleurs. Les slips Donjon de Nullbug, je t'avais envoyé un mail, je sais que ça a eu très peu de succès. Voilà. Non, mais fait le mien tout seul. L'idée de faire, on sait comment ça marche, les adaptations, notamment aux États-Unis, où on fait tout son possible pour écarter l'auteur original, puisque un auteur original, c'est chiant, par définition, ça veut des trucs, il faut qu'on respecte ce qu'il a écrit. Quelle horreur etc. Donc là, c'est pas du tout ce qu'on a. Moi, je travaille sur... on a une société qui est dans Paris, Nomad Film, et je travaille sur tout. Comment s'appelle la société? Nomad Film. Qui produisent le dernier court-métrage de David Sario, qui est un réalisateur dont on a fait un focus en saison 2. En tout cas, fort sympathique, puisqu'il t'accompagne. Ils sont bien pour la motivés, présentation. en tout cas, puisque depuis maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'on est sur le projet. Donc, on a fait plein de trucs. On a écrit... fait du storyboard, designé, etc. Là, on commence à avoir de l'image 3D. Est-ce que ça arrive concrètement, 2014, 2015 2014, ça serait bien, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont se pendre, parce que depuis le temps qu'on travaille dessus, on aimerait bien que ça sorte. Voilà. Et voilà. C'est du combien de minutes C'est 52 épisodes de 7 minutes. Et c'est excellemment drôle. On a été dans une convention en même temps. La convention était remplie. Parce que John et moi, on passait en même temps, mais c'était pas pour moi que les gens étaient venus. Et John, vous êtes dit, moi je vais vous voyez, tiens, je vais vous voyer les invités. Faisons John, cela. Vous avez diffusé un teaser, mais qui était un storyboard, mais même très peu animé, quoi. C'était vraiment les images avec juste les voix définitives. Et les gens étaient morts de rire pendant 7 minutes, quoi. C'était excellent. C'est de l'animatique avec voix def, en fait. Ouais. Donc c'était Donjon, le livre dont vous êtes le héros, dont tu voulais nous parler. Moi, on m'a dit ramène un truc. Mais en 30 secondes, ça va être un passé geek. Ouais. Alors le livre dont vous êtes le héros, c'est en fait ce qu'on faisait quand on n'avait pas de console, pas de PC, et qu'on voulait faire du jeu de rôle tout seul. Monsieur. Connu, ça. Et la plupart des gens qui ont un certain âge, on va dire entre 30 et 40, pour être sympa. Pas connu ça. En fait, c'est le loisir qu'on avait. En fait, on était les premiers geeks parce qu'on se rassemblait avec trois bouquins. On se rassemblait entre les cours comme ça. Et je précise que le livre dont vous êtes le héros, pour celui qui vraiment ne sait pas, on va réexpliquer.
Tu commences au numéro 1, donc tu as un petit texte, tu choisis après les différentes possibilités, ça te renvoie sur un autre numéro de paragraphe, le 4, le 7. Tu lances les dés pour les affrontements et tout. Comme voilà. C'était du RPG, c'est du script de RPG, mais sans le support informatique en fait. Parce que c'est la différence avec le jeu de rôle, c'est que c'est quand même hyper scripté, t'as pas 150 000 possibilités, mais tu arrives à vivre une aventure avec des rebondissements, etc. Et il y avait plein d'univers, il n'y avait pas que l'Heroic Fantasy. On en parlait tout à l'heure avec toi, tout à l'heure, les couvertures étaient incroyables. Elles sont mortelles. Ça, c'était un vibrant appel à l'aventure. C'est ce genre de couverture-là, c'est énorme. C'est magnifique. À l'époque où ça sortait, donc ça c'est un livre de 85, celui-là, Le Sorcier de la Montagne de Feu est de 83. Moi, je l'ai acheté à sa sortie. Dans les librairies, les couves de Medfan, il n'y en avait pas, quoi. Et ça, quand c'était vraiment un le truc petit plaisir. En tout cas, c'était vraiment super beau. Et puis voilà, comme ça, au moins, on remet un peu les choses en place. Petite séquence émotion, on sent que les gens sont un peu touchés. Ouais. Allez, le temps de se remettre de ces émotions, justement, la shopping list. Jason, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, je t'ai acheté un cadeau. Un cadeau! Ouais! Et oui, c'est vendredi 13. Sweet Desire chez Azuka, un manga où un copain retrouve un autre copain quelques années après. Ils se retrouvent plutôt bien puisque c'est marqué pour public averti. Mais honnêtement, c'est marqué pour public averti. Pourquoi? Ok, ils sont gays. Ok, ils sont des bisous. Alors le plus trash que j'ai vu quoi? J'ai vu une petite langue. Hein, c'est pas énorme. Une petite main au paquet. Hein, c'est peut-être un paquet de courses ou... Ah non, c'est quand même un paquet. Et un petit bisou, voilà, ça se tripote un peu sous la douche. Mais honnêtement, était-il bien nécessaire de mettre pour public averti? En plus, je tiens dans le mauvais sens. Pour public averti. 9-11, c'est chez 12 bis. Oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres qui se suivent. Alors, ça parle de quoi? C'est une série de bandes dessinées sur les attentats du 11 septembre et ces terroristes kamikazes qui apparemment n'aimaient pas le film de Peter Jackson puisqu'ils sont tombés directement dans les deux tours. Ce cadeau peut être idéal pour un ami ou une amie que vous pouvez pas saquer dans cette situation en particulier. Hey Leslie, il est cool ton anniversaire. Merci. Et je t'ai ramené un cadeau, tiens. Ah merci, c'est super gentil. Pendant toute cette séquence, chers amis, je ne vais dire que du bien de l'objet que je vous conseille d'offrir à un geek. Piranha en Blu-ray. Oh, pas Piranha 3D d'Alexandre Aja. Oh, pas Piranha 2 de James Cameron parce que maintenant il a fait Avatar. Non, Piranha en Blu-ray. Sorti chez Carlotta Film, un excellent distributeur. Dans ce Blu-ray, vous aurez des entretiens, bien sûr, avec le réalisateur qui va vous dire pourquoi le cinéma des années 70 était un cinéma qui dépotait grave, qui va aussi vous donner tout le contexte politique qui entoure le film. Et oui, sinon le pitch, c'est assez simple, hein, des piranhas qui bouffent des gens. En tout cas, ça finit avec un happy end. Je suis très content. Aucun piranha n'a été tué. Sushi Typhoon, le coffret. Ou devrais-je plutôt dire Sushi Typhoon, le coffret. Offert par Elephant Film et notamment son directeur Jonathan. Jonathan, je te remercie, c'est un très beau cadeau. C'est surtout le coffret qui réunit tous les films qui permettent à Rurik de dire des insanités sur le plateau, puisqu'il regroupe Machine Girl, Helldriver, Tokyo Gore Police, Vampire Girl vs Frankenstein Girl et Robo Geisha et ses fameux katanas qui sortent du cul. Je précise, 5 Blu-ray, 8 DVD, 10 heures de bonus, que du bonheur. Si demain ta mamie vient à décéder, elle va te léguer certainement sa maison et ses chats. Noie les chats, mais par contre revends la maison pour pouvoir t'offrir cet ordinateur, l'Emperor 200, qui coûte quand même la modique somme de 37 600 €. Ouais, tout l'héritage de mamie va y passer. Allez, retour en plateau. Voilà, l'émission est quasi finie, il est temps de passer à la dernière séquence, c'est le moment d'attribuer son petit plus au chroniqueur qui a le plus convaincu autour de la table. Je vais commencer par toi, John. Qui t'a donné envie de découvrir son œuvre? Si tu choisis les deux mecs qui lisent pas, je suis un pourri. Alors Watchmen, je connais déjà. Notamment, moi, j'ai pas supporté les couleurs. Par contre, j'ai fréquenté beaucoup de cinémathèques et de soirées de films bizarres. Donc, j'ai immédiatement adhéré au film de Rurik. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à Rurik. Parce que, voilà. Détachez-vous un peu, c'est vrai. Les trucs barrés comme ça, j'en ai vu plein. Et je trouve ça extraordinaire que les gens arrivent à créer des trucs, même si la plupart des gens l'aiment pas. Mais qu'au moins qu'on leur donne le droit de le créer, quoi. Ça, c'est une très belle phrase. Ouais, c'est beau. Et il y en a de moins en moins, mine de rien, dans ces dernières années. Exactement. Nico?
De quoi? Tant plus. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben écoute, moi je suis un peu pris entre plusieurs eaux parce que c'est pas pour te j'ai envie de déplaire, lancer hein. un truc à Ulrich parce que ça fait partie de ma culture aussi et puis quand j'entends ça, ça me fait penser à Gozu de Mickey. Ah ouais. De Mickey, non, Mouse. Takeshi Miike, donc, qui est un auteur japonais complètement fêlé. Mais vu que je suis pas du tout d'accord avec Laurent, parce que moi j'ai aimé le director's cut du film Watchmen, je vais quand même donner un point. Voilà, je vais donner un point à Laurent parce que je vais aller lire le truc pour comprendre un petit peu. En plus, il y a une excellente traduction. La traduction française, c'est Jean-Patrick Manchette, un super auteur de polar. Donc désolé Manchette, j'étais parti dans un truc. C'est la trad est super. C'est bien, c'est resté dans ta tête. Mais ouais, je pense que je vais lire le bouquin pour comparer un petit peu par rapport à l'œuvre Sinoche. Laurent, et ta montre flic-flac verte? Alors, ce n'est pas une flic-flac, c'est une Casio F91W. Voilà. Vous pouvez m'en envoyer d'autres, Casio. Non, alors. J'ai bien aimé Ulrich dans cette. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est vraiment pas mon genre de film, je pense. GoldenEye, j'ai déjà joué à l'époque. Et du coup, j'ai très envie de voir le dessin animé. En fait, il me l'a bien vendu en disant. C'était un vrai sujet que j'avais en fait. Ni vu ni connu. Non, c'est pas un vrai sujet, mais j'ai quand même envie de voir ton Ouais, non, c'est vrai. Ulrich? Alors moi, ce mec m'a jamais convaincu, ni en plateau, ni en antenne. Donc de toute façon, j'écoutais pas trop, donc j'en sais rien. Je suis pas très gamer, je suis plus très gamer, mais ça m'intéresse de voir. Ça m'avait beaucoup fait rire le truc du joueur du grenier sur les absurdités, les bugs du jeu. Ouais. Et rien que pour ça, j'ai envie d'aller voir. Et puis j'ai envie aussi de rattraper mon retard parce que Nullbug je connais pas et mon neveu il est super fan quoi. Bon, moi, mon petit plus, il aurait presque été naturellement à Laurent parce que je n'aime pas du tout l'adaptation cinéma de Watchmen. Et Époque parce que c'est juste une super belle aventure et je kiffe ces petites aventures. Parce qu'en fait, les Français, on en a en fait. Ah, on est bon quand même. Bien sûr, Mais tout le monde oui. est bon. Voilà, et à part les gens de cette émission, Plus ou moins geek, c'est vraiment fini. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Geekbook, Geekter, et également sur le site internet Plus ou moins geek où il y a un forum. Vous pouvez venir rigoler comme ça. On se retrouve. T'aurais pu très faire vite. développer. Non, je ne fais pas ce genre de blague. Oui, c'est Allez, vrai, autant pour moi. bye bye. Thank you.